What is up, family? We have another Patreon request. We have les invasions barbères dans l'Empire romain, la fin de la... Je sais pas pourquoi je lis comme ça. La fin de la Pax Romana. Roman. All right, let's go. Oui, les séries, goal. Nous sommes dans l'Empire romain, au 1er siècle après Jésus-Christ. Attends, ça marche ce truc ou non? Ah. Alors que la Pax Romana règne partout sur le territoire, une nouvelle religion est apparue au Proche-Orient. Partie de Jérusalem, le christianisme a désormais des communautés en Grèce, en Afrique, en Italie, en Gaule. Néanmoins, en l'an 177, quand les chrétiens se font remarquer à Lugdunum, on estime qu'à peine 1% de la population de l'Empire est convertie. Pour que le mouvement devienne majoritaire, il faudrait que Rome connaisse une véritable catastrophe. Et justement, au cours du 2e puis du 3e siècle après Jésus-Christ, des événements dramatiques vont perturber la Pax Romana. D'abord des maladies, ensuite des crises politiques, enfin des guerres aux frontières, puis tout en même temps, de façon répétée et systématique, au point de mener Rome jusqu'au bord de l'effondrement. So many battles, so much war, so much death. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Si vous aussi, vos heures sur le champ d'étage de la tour à des ennemis vivants, qui est sur mon lien de 200 000. Aujourd'hui, le commerce. L'apparition des chrétiens semble être un phénomène isolé. Les Gaulois romanisés, qu'on appelle gallo-romains, sont en effet concentrés sur autre chose. Le commerce, la construction de monuments, les jeux du cirque, les arènes, la vie à la romaine. La plupart des Gaulois travaillent dur pour devenir citoyens romains, un statut qui donne le droit de vote et le droit de se présenter aux élections locales. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 1, les Gaulois s'engagent alors dans la Légion pour obtenir la citoyenneté, apprennent le latin, vénèrent des dieux romains. Bref, rien ni personne, pas même les chrétiens de Lugdunum, ne saurait perturber le nouveau destin de la Gaule. À l'époque de la Pax Romana, même la menace des Germains, qui avait servi d'excuse à César pour déclencher la guerre des Gaules, semble loin derrière. La frontière du Rhin est fortifiée, le Danube est bien gardé, même l'espace qui sépare les deux fleuves est protégé par une série de campements qu'on appelle le Limes Germanicus. Mieux, sur 50 à 100 km de profondeur au-delà des frontières, les tribus germaniques semblent pacifiées, voire intégrées économiquement. De ce côté, les défenses semblent donc solides, et l'on voit mal comment les Germains pourraient en venir à menacer Rome. Par contre, si l'on quitte le Rhin et le Danube pour aller vers l'Orient, la frontière de l'Empire n'a pas d'obstacle naturel pour se protéger des voisins. Conséquence, la rivalité entre Rome et les Parthes provoque des tensions continues pour le contrôle de la région. Les impérateurs romains se rêvent en successeurs d'Alexandre le Grand, les seconds réclament l'héritage des Perses. Ajoutez des conflits commerciaux, des désirs de revanche sur des conflits anciens, des provocations de part et d'autre, vous obtenez une situation de conflit permanent entre Parthes et Romains. Rome finit quand même par prendre l'ascendant dans les années 100, elle s'empare de l'Arménie, puis de la Mésopotamie, avant de mettre à sac la grande cité parthe de Ctésiphone en 165. Seulement, si les Romains l'emportent, ils paient leur victoire au prix cher. Au prix cher, car en s'enfonçant si loin vers l'est, les soldats tombent malades les uns après les autres. Quand ils rentrent chez eux après la guerre, ils contaminent leur famille, leurs proches, leurs voisins. Un mal inconnu se répand alors partout sans que personne ne sache en expliquer l'origine. Aujourd'hui, les historiens pensent à la variole, mais à l'époque, les médecins parlent de pestis, ou peste en français. Le mot latin pestis désigne alors tout ce qui est contagieux et qui se transmet rapidement d'une région vers une autre. En effet, l'Empire romain ayant des réseaux commerciaux très développés, la pestis se diffuse à l'ensemble de son territoire. On pense que la peste antonine, qui sévit de 165 à 180, emporte 8 à 25 millions de personnes. Sur un total de 88 millions d'habitants, cela fait donc 10 à 30% de la population romaine qui meurt de la variole en 15 C'est fou ça. ans. Eh oui. Conséquence,
Sous le règne de l'impérateur Marc Aurèle, un petit groupe de Germains venus de Pannonie profite de la situation pour percer les défenses. Yeah, you would think the Germans are not going to catch the disease. I don't know about that, if it was that smart. Les pillards sèment alors la terreur dans les Balkans, remontent jusqu'à la ville d'Aquilée, à l'entrée de l'Italie. Il n'en fallait pas moins pour que les Marcomanns, les Suèves et les Lombards attaquent l'Empire à leur tour. Dans le même temps, puisque Rome ne prend pas la mesure de la situation, les Saxons déclenchent des raids maritimes contre l'île de Bretagne. Oh my goodness. Il faut également lutter contre les Pictes, qui attaquent le mur d'Antonin et d'Adrien, ce qui met la province en état de siège. Ah. Plus au sud, à presque 1500 km des côtes bretonnes, les Romains sont victimes du retour de la piraterie, pourtant presque éteinte depuis les campagnes de Pompée en +60. Cette fois-ci, ce sont les Maures qui sortent du désert pour attaquer l'Hispanie et ses routes maritimes. Bref, entre l'an 166, un an après la fin de la guerre contre les Parthes, et jusqu'en 188, soit 22 ans plus tard, Marc Aurèle puis son fils Commode passent leur temps à repousser des invasions. La période, qu'on appelle les guerres marcomanes, met donc fin à la Pax Romana en vigueur depuis la proclamation de l'Empire en -27. Mais pourquoi ? Se demandent les habitants. Pourquoi le monde germanique répète-t-il ses attaques à la frontière ? Est-ce la misère qui les pousse à chercher de meilleures terres ? Est-ce le climat qui les pousse vers le sud ? Il semble qu'à l'époque où nous parlons, les Germains ne cherchent pas encore à migrer pour s'installer dans l'Empire. Plutôt, il s'agit bien de tentatives d'incursion et de pillage, ce qui laisse penser que le monde germanique est très instable. Les Goths seraient partis de Scandinavie pour s'installer près de la mer Noire. Les Vandales seraient descendus vers la Silésie et la Dacie. Migration, convoitise, guerre. Les tribus germaniques se seraient battues entre elles pour le contrôle de nouveaux territoires. Par effet domino, les Germains frontaliers de Rome, victimes des Goths et des Vandales, n'auraient pas eu d'autre choix que de se tourner vers le pillage pour éviter la ruine. Quoi qu'il en soit, c'est l'impérateur Marc Aurèle qui monte au front contre les Marcomanns, les Lombards et les Suèves. Philosophe à ses heures perdues, Marc Aurèle est l'un des premiers impérateurs à passer la plus grande partie de son règne à faire la guerre. Le pouvoir impérial se rapproche de l'armée, s'éloigne peu à peu des sénateurs, comme le début d'un divorce profond entre l'élite impériale et l'élite sénatoriale. En l'an 188, si les Germains sont forcés de signer la paix, les tensions dans la capitale succèdent aux tensions sur les frontières. Sauf que cette fois-ci, la crise peut être beaucoup plus grave. Yeah. En l'an 188, après la victoire romaine dans les guerres marcomanes, Commode organise un triomphe dans les rues de la capitale. Pourtant, malgré le retour de la paix, l'Empire semble au bord de l'implosion politique. Si vous vous souvenez bien, nous avions terminé la série Guerre des Gaules par une infographie sur le fonctionnement du Principat. Le Principat, c'est-à-dire le système politique romain mis en place après la mort de César. Officiellement, pour éviter le retour de la monarchie que les sénateurs ont en abomination, il n'y a pas de roi dans l'Empire romain. Plutôt, à la tête de l'État se trouve un Augustus, ou Auguste en français, qui veut dire le citoyen le plus illustre. En d'autres termes, c'est l'idée que la fonction suprême est réservée à l'homme le plus qualifié pour la fonction. Le plus qualifié, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas obtenu par héritage, mais par sélection auprès des citoyens romains les plus capables. Bien sûr, le Sénat participe au choix du successeur, et c'est en ceci que l'Empire conserve une part de république. Parfois, les Augustes, qu'on peut appeler aussi impérateurs, proposent leur fils biologique pour la succession. C'est par exemple le choix de Marc Aurèle qui prépare son fils Commode à la fonction suprême. D'autres fois, les impérateurs et le Sénat choisissent une autre personne, n'importe qui, tant que le candidat a les vertus nécessaires pour diriger. Seulement, si la logique tient ses promesses pendant 2 siècles, la mort de Marc Aurèle en 180 provoque un déséquilibre. Si Commode reprend le pouvoir comme il était convenu, la succession se déroule en pleine guerre et loin de la capitale. L'impérateur est acclamé sur le front, entre 2 attaques de Germains, au milieu des morts et des blessés. Pire, on dit qu'il gouverne sous l'influence de l'armée, de ses généraux Even with Caesar dead, he had his followers. He was amazingly popular.
de la garde prétorienne. Amazingly Le popular. Sénat se méfie de plus en plus de son nouveau prince, qui semble un peu jeune pour gouverner avec sagesse. Preuve, quand Commode finit par rentrer à Rome, il montre un appétit sans limite pour les jeux et les cérémonies. Dans un contexte où le budget est mis à mal par 20 ans de peste et d'invasion, les dépenses sont mal accueillies par l'élite. Immédiatement, le fils de Marc Aurèle subit alors une tentative de meurtre. Il en réchappe sain et sauf, mais il organise des purges en retour. La situation devient incontrôlable, les sénateurs corrompent un esclave, Toujours un désastre. ce dernier se jette sur son impérator et l'assassine. Ouais. Problème, le 31 décembre 192, quand Commode s'écroule sans vie sur le sol, il rend son dernier souffle sans avoir désigné de successeur. Orphelin de son impérator, le Sénat nomme son favori, Pertinax, à la tête de l'État romain. Malheureusement, la garde prétorienne, qui adorait Commode, ne l'accepte pas et le fait exécuter en 193. La catastrophe politique est amorcée, Crazy. les sénateurs nomment Julianus en remplacement, mais l'armée rejette la procédure. Jugeant que l'assassinat de Commode n'était pas légitime, et jugeant également que la garde prétorienne a dépassé son rôle en exécutant Pertinax, de nombreuses légions choisissent leurs propres généraux. Albinus est nommé impérator par les troupes en Bretagne, Septimius Severus est nommé à ce même titre en Pannonie, Niger est acclamé par ses hommes en Syrie, 4 impérators, 4 Augustes sont nommés en même temps après l'assassinat de Pertinax. L'année des 5 empereurs, comme on l'appelle aujourd'hui, éclate en guerre civile dès 193. Rapidement, c'est le général Septimius Severus qui prend l'avantage dans la course au pouvoir. Avec ses troupes rompues à la guerre contre les Germains, il redescend vers la capitale pour imposer sa loi. N'ayant pas d'autre choix que d'accepter, le Sénat et Julianus reconnaissent Septimius Severus comme seul impérator. En 2 temps 3 mouvements, le nombre de prétendants passe de 4 à seulement 3. Personne en même temps n'ose vraiment se confronter aux vétérans de Germanie. En Bretagne, Albinus accepte le jugement en l'échange de titres honorifiques. Par contre, Niger en Orient refuse catégoriquement. Il n'en fallait pas moins aux Parthes, en embuscade depuis quelques années, pour profiter de la situation et reconquérir le terrain perdu. Septimius Severus se retrouve alors en prise avec Niger, qu'il vint en 194 à Issos, puis avec les Parthes, qu'il vint en 197 à Ctésiphone. Impatient de sécuriser la frontière, il consolide un réseau de forts, de routes et de remparts dans le désert qui prend le nom de Limes Arabicus. Vainqueur en Orient, Septimius est finalement confronté à un nouveau problème en Occident. Entre le Rhin et le Danube, le statu quo tient toujours, mais le monde germanique semble imprévisible. Que se passe-t-il entre les chefs? Que se dit-il entre tribus? Personne ne le sait, si bien que la pression est maintenue sur la frontière. Dans l'immédiat cependant, le danger semble venir de l'ouest. En effet, Albinus prend de plus en plus d'importance et Septimius ne veut pas partager son pouvoir. Déclaré ennemi du peuple romain, le légat de Bretagne s'insurge contre cette mesure injuste. Il débarque alors sur le continent avec toutes ses légions et appelle les habitants à le rejoindre. Accueilli en héros dans la capitale des Gaules, il est néanmoins surpris par l'arrivée de Septimius qui revient d'Orient. En février 197, les rebelles sont alors écrasés lors de la bataille de Lugdunum. Punis pour avoir pris parti dans la guerre civile, la cité est livrée au pillage et au massacre. Certains quartiers sont rasés par les troupes, d'autres sont réduits en cendres. La cité est vidée de ses habitants et ne s'en remettra pas avant plusieurs siècles. I feel like every video that I watch, avec les guerres de Gaulle, les guerres Gaulle, whatever, from day one, it's basically it's burn everything down, kill everybody, rebuild. Burn everything down, kill everybody, rebuild. Rinse and repeat. Year after year after year. It's unbelievable how humanity even survived with the amount of killing and destruction that we did back in these days. I mean, Jesus, it's never ending. It must be like, whew, we finally built our house, honey.
finally it's rebuilt. Let's go. Let's try to start a new life together. I mean, let's do it right this time. Let's try to stay out of trouble, mind our own business. What's happening? Oh, here they come again. No, we didn't do nothing this time. There goes the house. It's on fire. We lose everything all over again. Oh, come on. And that's if you're not dead already. I mean, it's I can't even fathom how it was back in these days. It's like I said, it's non-stop. Ça arrête jamais. Les pauvres. Would you like to have been alive back in these days? I wouldn't have. Oh my God. Après la bataille de Lugdunum, en 197, Septimius Severus n'a plus de concurrent pour le pouvoir suprême. Toutes les provinces se soumettent à son autorité, les Germains et les Parthes semblent se tenir tranquilles, la peste semble loin derrière et le calme est rétabli dans l'Empire. L'occasion, donc, pour le nouvel impérator de faire un peu de nettoyage. Pour lui, en effet, le Sénat est responsable de la crise qui prendrait son origine dans l'assassinat du fils de Marc Aurèle. En conséquence, beaucoup de sénateurs sont déclarés corrompus, sont séquestrés, sont déportés ou sont mis au fer. Quant à la garde prétorienne, qui avait jugé bon de tuer le successeur de Commode, elle est également punie pour son dépassement de fonction. Septimius Severus fait mine de l'inviter à un banquet, commence un beau discours pour rassurer les gardes, puis rentre dans sa tente, appelle ses vétérans, leur demande d'encercler le campement et d'exécuter tout ce qui s'y trouve. Voilà. Rapide, Voilà. efficace. Tous les prétoriens sont passés au fil de l'épée et remplacés par des soldats dévoués. Pour régler le problème de la succession, Septimius met fin à l'une des promesses majeures du Principat. Rappelez-vous de l'épisode sur la naissance de l'Empire, le fils adoptif de César avait annoncé vouloir rétablir la République. That's right. C'était une façon pour lui d'acquérir un pouvoir personnel tout en évitant le sort de César. Le Principat est donc toujours une république de façade. Cela justifiait pourquoi la personne détentrice du pouvoir suprême était choisie et non désignée de père en fils. Sauf que les convoitises et les disputes ont rendu cette procédure instable, voire impossible. En réaction, Septimius Severus rapproche l'Empire de la monarchie et l'éloigne un peu plus de la République. Après lui, la succession se fera désormais de père en fils. Au pouvoir se trouve désormais une dynastie, la dynastie des Sévères, et le Sénat n'a plus son mot à dire dans le choix de l'héritier. L'armée devient alors le grand garant du pouvoir de l'impérator. Malheureusement, si Septimius règle le problème de l'instabilité politique, il reste à résoudre la crise économique. Partout, en effet, la pauvreté augmente et le commerce n'a plus son dynamisme d'autrefois. Pour rester simple, il faut prendre en compte les dépenses de l'État romain en forte augmentation. La défense aux frontières, mur d'Antonin, mur d'Adrien, Rhin, Danube, Limes Germanicus, Limes Arabicus, sans compter la piraterie sur les mers, le budget militaire représente 50 à 60% des dépenses publiques. C'est la même Viennent chose. ensuite les frais d'administration, pour 10 à 15%, la fourniture de céréales aux plus pauvres, qu'on appelle annonée, pour 15% supplémentaires, puis les jeux, les travaux That's publics et le remboursement de la dette. Côté recettes, les revenus proviennent des taxes, des impôts, des rentes, des mines d'or et d'argent, mais aussi des tributs versés par les vaincus. Seulement, sous Septimius Severus, l'Empire romain ne conquiert plus de territoire, si bien que les tribus sur les vaincus disparaissent. De plus, les mines d'or et d'argent s'épuisent, les revenus issus des taxes diminuent à cause de la peste qui a supprimé 30% de la population. Quant aux dépenses militaires, elles sont en forte augmentation à cause des guerres. Pas le choix donc, pour sauver les finances publiques, Septimius Severus procède à une technique qu'on appelle la dévaluation monétaire. Le principe est simple, si une pièce d'argent contient normalement 100% d'argent métallique, Septimius Severus, comme ses prédécesseurs, réduit peu à peu sa teneur en métal précieux. Au bout du compte, une pièce d'argent ne contient plus que 50% d'argent métallique. Isn't that lovely? If you have a bank account and all of a sudden you realize, quoi? J'ai juste la moitié? Ainsi, pour X kilos d'argent, en l'an 0, l'Empire romain fabriquait une pièce de monnaie. En l'an 200, pour une masse de métal inchangée, il en fabriquait 2.
L'Empire est ainsi capable d'encaisser une baisse des recettes dans un contexte d'augmentation des dépenses, puisque désormais il a beaucoup plus de pièces qu'auparavant. Revers de la médaille, les commerçants sont payés avec de l'argent qui n'est plus vraiment de l'argent. Oh, that is just wrong. La confiance dans la monnaie s'effondre, les producteurs augmentent les prix, les échanges diminuent. Au final, les revenus tirés des taxes et des rentes ne suffisent plus à encaisser la hausse des dépenses. What a disaster. Lorsque Septimius rend son dernier souffle, son fils Caracalla hérite d'une situation financière catastrophique. Mm-hmm. Pour sauver les finances publiques, il prend alors une mesure radicale en l'an 212. Rappelez-vous de l'épisode 1. Nous avions dit que la société romaine était divisée en 4. Oui. Citoyens de droit romain, citoyens de droit latin, pérégrins, esclaves, privés de liberté. Les citoyens de droit romain ont davantage de pouvoir que les autres, mais ils paient aussi davantage de taxes. Caracalla n'hésite pas un seul instant. En 212, tous les hommes libres de l'Empire, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas esclaves, deviennent des citoyens de droit romain. Chaque homme libre, qu'il soit gaulois, hispanique, africain, égyptien, italien ou grec, a donc des droits et des impôts similaires. Wait. They have rights, but you need to Seulement, pay taxes. si Caracalla devient un bienfaiteur dans le cœur des habitants, les problèmes recommencent aux frontières. En 213, un peuple germanique appelé les Alamans fait son apparition. I was gonna say, it's been a while since we had some war and people die. Let's go. Allez, let's get on with it. De la Allez. Germanie supérieure au Danube, en passant par le Limès, les Voilà. tentatives d'assaut se multiplient. Voilà. L'impérator réagit promptement. Il quitte la capitale en catastrophe, se rend près de ses soldats, fait campagne pendant près d'1 an et inflige une terrible défaite aux Germains. Eh non. Mais au lieu de revenir à Rome pour célébrer la paix, il se met en tête de ressembler à son héros, Alexandre le Grand. Il se rend alors en Orient pour préparer une invasion de la Perse, à l'instar de son idole. Et alors qu'il alloue une grande partie de son budget pour son armée, il ne tolère aucune critique, aucune remise en cause, aucun écart. Lorsqu'il apprend que les habitants d'Alexandrie se moquent de lui dans les poèmes, il ordonne à ses troupes de piller la ville et de massacrer les artistes. Thank God it was free speech back then. Mieux, quand il apprend une rumeur selon laquelle son idole Alexandre le Grand aurait été empoisonné par Aristote, il se met en tête de persécuter tous les philosophes à travers l'Empire. Jesus. This is what I'm talking about. It's just unbelievable the way they thought. Bref, la promesse du Principat semble brisée. L'Auguste était censé être le meilleur des citoyens romains, mais le rétablissement d'une dynastie monarchique à la tête de l'État annonce le retour de la tyrannie. Alors comment Caracalla va-t-il s'y prendre pour venir à bout de l'Empire parthe? A-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Et si oui, la guerre ne va-t-elle pas ruiner l'État romain, encore une fois? Mais que faire, alors que les sénateurs n'ont plus aucun moyen de pression sur leur impérator? And now we're gonna find out next. Oh, another game commercial. Wait. Voila. Now we have to wait. Now I have to wait for the next one. It's unbelievable. And it was this one truly showed how the Germans really changed the way the Romans were thinking. They really did. They really threw a lot of what's the you know, they threw the monkey wrench into the plan. You know what I mean? Like there was so much going on, but this truly showed, you know, the key points. The Germanic, was that? Am I saying Germanic? Yeah, the Germanic people, the barbarians, came in and really, you know, changed the ultimate plan of how everything was supposed to be. But it just seems like, again, everything is an adjustment on the fly. Whenever something looks like it's going to be okay, things might finally be peaceful. We might be able to actually build our cities, our villages, grow our populations without sickness, without war, without religion getting involved, without
who needs to be, who gets assassinated, who gets executed, who takes over, who now has a new plan. The economy is going to shit like it is today. It's crazy that after centuries, they still don't know how to budget, how to balance, a budget. In any country, it seems like in any country, no one knows how to balance the budget. But anyway, it's just incredible. Everything that all the scenarios that people had to deal with back in those days, which leads me back to saying, no, I would not like to live in those days. Hell to the no. Even if I was rich, first of all, you only live to, you're lucky you lived, you hit 50. That was amazing. If you hit 50 years old, it was like, wow, that's incredible. But it's just, what a terrible period of time to be in, it really, and it really shows me over and over again how humans really have zero empathy for another human being. Literally just treat them like animals. Just like we were just treating other people like just straight up animals. Animals. What'd you say about me? Behead him. What? It's a rumor. Well, that's good enough for me. Kill them all. Like, Jesus. Seriously. Well, anyway, voilà. I assume we'll be watching 4 and 5 sooner than later. And see, when this madness ends, we actually have a civilized world, not war, although there's probably going to be like 19 more wars. But when we will have a civilized world where more or less everybody just does their own thing in their own territory without interference or issues. I feel like there would have to be 49 episodes before we could get there, but who knows? Maybe I'll get surprised. Okay? Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.